Salut à tous, c'est Morgan Charrière pour MMA Fightness. Bah moi ça va très bien. Le confinement s'est bien passé, donc j'ai pas arrêté de m'entraîner moi. J'ai pas eu de soucis de ce côté là. Chez moi j'ai une petite pièce que je me suis aménagée pour pouvoir m'entraîner toujours m'entraîner. Donc si je peux pas aller à la salle, si les fitness parks, les basic fit qui ferment, si le Nerf Fight qui ferme, ma salle ferme, donc si je sais pas, je suis bloqué quelque part, bah, je peux toujours m'entraîner chez moi. Donc bah voilà, le confinement ça m'a pas spécialement dérangé, juste que bah, du coup j'ai moins fait d'arts martiaux, j'ai fait beaucoup plus de musculation, on va dire, de prépa physique, mais au moins je me suis entretenu, j'ai pu développer des trucs que j'ai pas l'habitude de faire vu que j'avais plus de temps. Et je suis sorti du confinement un peu plus fort que je ne suis rentré dedans. Donc pour moi le confinement c'était pas mauvais, c'était pas spécialement mauvais. Alors ma team Chapakench, tout se passe bien là-bas. Donc on est à Mantes, on est un petit club qui est un gros club en fait. Donc on a 2-3 petits entre guillemets, parce que c'est plus des petits hein, mais ils sont en train de monter. Donc on a Léo, on a Léopold Goy, plutôt je vais vous dire les noms entiers, on a Léopold Goy et Mossab et Attila pour le moment, donc qui sont pros tous les trois. Donc Mossab je crois qu'il est à 4-0, Léo 5-0 et Attila 1-0. Donc il passe un peu sous le radar. Mais voilà, c'est des petits qu'on est en train de faire monter tranquillement, que mes coachs gèrent très bien, parce que je vais pas dire que c'est moi qui les coach, moi je leur donne juste des conseils par mon expérience, et ils vont monter petit à petit, et je pense qu'on les verra très prochainement sur des belles cartes ou faire des très beaux combats. Donc. Je suis pas leur modèle, on va dire que je suis plus le capitaine de la Chapa. Donc il y a moi et Damien et moi, Damien Pelletier. Donc Damien il était en pro bien avant moi. Damien c'est un des premiers compétiteurs professionnels de la team Chapakench. Donc moi il m'a beaucoup aidé, et comme lui il m'a aidé, bah, moi j'aide les autres, et tous les deux on les aide, on est un peu le capitaine de la Chapa, et on leur donne tous les conseils qu'on peut, les erreurs qu'on a fait qu'ils doivent pas faire, ou à l'époque nous on a commencé où c'était un peu moins bien encadré, on avait moins les trucs, l'expérience. Maintenant eux ils ont plus le droit à l'erreur, tu vois, on leur donne tout sur un plateau, tu vois, et eux ils ont juste à aller s'entraîner et faire ce qu'on leur dit, tu vois, et c'est un peu la dictature, tu vois, le coach il dit va, tu fais ça, fais-moi confiance. Tac, il fait ok, après bien sûr il a le droit de dire ce qu'il aime pas et tout, mais on essaie de leur faire un bon chemin et de pas qu'ils fassent pas les grosses erreurs qu'on a pu commettre. En fait quand j'ai commencé, je n'étais pas spécialement parti pour devenir ce que je suis maintenant. Quand j'étais en amateur, j'étais plus ou moins un mec normal entre guillemets, je gagnais, je perdais. Et ensuite je suis passé en professionnel, j'ai commencé par 2 victoires d'affilée par TKO ou KO. Donc j'ai pris la confiance un peu entre guillemets. Et après c'était la merde. Enfin c'est pas que j'ai trop pris la confiance, c'est que autour de moi tout n'était pas fait pour que j'ai une longue carrière entre guillemets. Je visais pas de faire une carrière en fait, je visais juste de faire des combats en pro, et voilà, tu vois, il n'y avait rien derrière, je savais pas ce que je voulais faire vraiment, je savais pas vraiment qu'on pouvait être payé, je savais pas vraiment que genre nous les petits français on pouvait arriver à l'UFC, toutes ces choses là, tu vois, c'était un peu abstrait. Donc moi j'allais, je faisais mes entraînements, je combattais, voilà, je gagnais, je perdais, entre guillemets, je m'en fichais un peu. Donc au début j'ai bien commencé, j'ai fait 2 victoires à la suite, donc ça fait toujours plaisir. Et après j'ai mangé genre 3 ou 4 défaites d'affilée d'un coup. J'ai pris des mauvais adversaires, je me suis mal préparé, j'ai fait des trucs de con, tu vois, des erreurs bêtes que
que t'as pas à faire si t'es bien encadré ou si les gens qui sont autour de toi ils te disent ouais fais pas ci, fais pas ça. Et c'est un manque d'expérience de notre part, de ma part, un manque aussi de, comment dire, de professionnalisation. Je n'étais pas professionnel du tout quand j'ai commencé en pro. Je faisais à gauche à droite mes entraînements, je cutais pas du tout, je combattais à 70 kg, je devais en faire 71, donc j'ai affronté des adversaires qui étaient 2 fois plus gros que moi. Mais voilà, après c'est pas des excuses que je me trouve, tu vois, chacun son parcours. Et donc moi j'ai commencé comme ça, j'étais plus un combattant qui combattait pour combattre que pour gagner ou pour faire une grosse carrière et devenir je sais pas quoi, tu vois, c'était un peu abstrait, je savais pas trop où je pouvais aller, où ça allait m'emmener tout ça. Et puis voilà, à un moment je me suis dit ouais, si tu veux le faire, fais-le bien, fais-le vraiment. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit vas-y, maintenant on se trouve plus d'excuses, on fait plus de trucs de merde, perdre des décisions débiles parce que t'as pas de cardio, des trucs enfin voilà, où c'est serré alors qu'en vrai tu sais que t'es meilleur que le mec, parce que des fois tu perds contre des gens, t'es meilleur qu'eux, mais le jour du combat il a la meilleure strat, où toi tu fais le débile et tu te fais perdre toi-même, tu vois. En vrai le combat il est souvent contre nous-mêmes plutôt que contre l'adversaire. Et du coup je me suis plongé à fond dans l'entraînement et j'ai arrêté de me chercher des excuses. Je me suis entraîné tous les jours, après j'ai augmenté à 2 fois par jour. Et je me suis dit que c'était ça le problème, que je m'entraînais pas assez. Donc je me suis vraiment bien entraîné. Après je me suis vraiment plongé dans le monde du MMA, regardé comment ça fonctionnait vraiment à l'étranger. J'ai considérablement amélioré mon anglais, tu vois. Et je me suis dit je vais regarder comment ça se passe là-bas, comment ils font, qu'est-ce qui leur quel est leur cheminement pour arriver à ce niveau, etc. Et donc je commence à réfléchir, je me suis dit je vais faire comme ci, comme ça. Petit à petit je me suis bien entraîné, j'ai commencé à monter entre guillemets un staff autour de moi qui est compétent, tu vois, comparé à avant qui n'était pas compétent du tout. Donc avec Eduardo c'est mon coach qui me suit depuis toujours. Donc avant, si on fait l'histoire depuis le début, j'étais à l'Olympic Fight Club, l'OFC. Donc il y avait le coach Stéphane Perica, je crois qu'il s'appelle, Stéphane Perica. Il y avait Eduardo qui était là, il y avait Karim qui était déjà là, Hamid qui était déjà là. Donc c'est tous les coachs qui sont actuellement avec moi. Et ensuite, Eduardo il n'était pas le head coach entre guillemets, c'est Stéphane qui prenait les décisions, etc. Et au début j'ai fait 2 victoires, ensuite Edu il est parti, il a ouvert son propre club à Mantes-la-Jolie, donc la Team Chapakench. Je suis resté 1 an plus à l'Olympic Fight Club et là j'ai pris 3-4 défaites d'affilée, mais il y avait toujours Eduardo qui était un peu là, mais tu vois un peu loin, tu vois, parce qu'il n'était plus de ce club entre guillemets, mais il était là à mes débuts pro par exemple, tu vois. Et ensuite j'ai quitté l'Olympic Fight Club, je suis parti rejoindre Eduardo qui m'a toujours coaché depuis que j'ai 16 ans à peu près. Et on a tout mis en place pour qu'on y arrive. Donc il m'a vraiment encadré, il m'a dit ouais tu devrais peut-être faire plus ci, plus ça, on va essayer de bosser plus sur ça, si tu veux t'entraîner plus tu m'appelles. Tu vois, des fois on s'entraîne dans des jardins, on s'entraîne dehors. Là en ce moment les salles elles sont fermées, on s'entraîne au bord de Seine à Mantes-la-Jolie. Tu vois, on trouve toujours des solutions pour s'entraîner. Eduardo il s'est vraiment plongé à fond. Il a cherché dans les archives. Eduardo il connaît vraiment le MMA depuis le début, depuis l'UFC 1, tu vois. Moi je connais, je suis un petit jeune, tu vois, je connais depuis l'époque des John Jones, etc. Donc lui il cherche vraiment des trucs qui pourraient correspondre à mon style. Et du coup il essaye de me les incorporer à l'entraînement, tu vois. Il me dit ouais je trouve que ça pourrait t'aller, tu veux pas essayer? On essaye à l'entraînement, on regarde si ça fonctionne pas. Et voilà, derrière en travaillant avec lui, voilà, j'ai pris 5-6 victoires d'affilée. Je suis passé de du coup genre je sais pas, 2 victoires pour 4 défaites ou 2 victoires pour 3 défaites pour 6 victoires pour 4 défaites, tu vois. Et je suis monté jusqu'à la ceinture du 100% fight où là j'ai affronté Salah pour la ceinture en finale. Salah il m'a battu et puis voilà, depuis ça fait que décoller, tu vois. Tu vois, au début j'étais pas super bien entouré, donc j'avais pas de manager déjà, donc c'est à dire c'était un peu moi qui décidais quand je voulais combattre. Ça c'est mauvais de laisser un combattant choisir, c'est rare un combattant qui soit assez intelligent pour savoir ce qu'il faut combattre. Tout maintenant oui, et encore ça dépend, des fois je suis un peu encore tête brûlée, mais tu vois quand j'avais 18 ans, moi tu me dis tu veux affronter lui, je dis bah oui bien sûr, tu crois c'est qui, tu vois, et je me chauffais tout seul et j'allais affronter n'importe qui. Alors que si t'as un manager, lui il est là pour te faire ton chemin de carrière et dire non ça t'affronte pas maintenant, même si on sait que tu peux le battre. Va pas prendre le risque, tu vois, et petit à petit tu fais ton chemin. C'est comme ça que tu arrives dans des grosses organisations, parce que maintenant malgré tout on peut dire ce qu'on veut, le palmarès il joue beaucoup, les gens regardent beaucoup ça.
Donc Guillaume, l'arrivée de Guillaume s'est faite quand je commençais vraiment à réfléchir au MMA, etc., à ce que je pouvais faire. Et donc je m'étais blessé. Je crois que c'est ma blessure qui a vraiment tout déclenché vraiment dans ma professionnalisation. Donc quand je m'étais fait une fracture de la mâchoire. Et je réfléchissais à ce que je pouvais faire pour m'améliorer, genre après cette blessure, ou est-ce que cette blessure, genre entre guillemets, elle allait m'arrêter, tu vois. Donc je crois qu'avant cette blessure, j'avais gagné le Contenders, justement. Ouais, c'est ça, j'avais gagné le Contenders. Donc j'étais plus ou moins sur une pente, tu vois, ascendante. Je venais de gagner de ceinture, plus ou moins reconnu en France, donc c'était cool. Je me suis blessé, je me suis fait la fracture de la mâchoire. À ce moment-là, je me suis dit, ouais, j'en avais pour 6 mois sans avoir le droit de prendre de coups. Du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais après ça? Qu'est-ce que je peux améliorer déjà? Donc à ce moment-là, je me suis dit, faut que j'améliore mon physique. Moi, je savais pas trop quoi faire encore, j'avais pas fait mes études en STAPS, etc. Donc c'est à ce moment-là que j'ai contacté Rémi. Parce que j'avais des gens qui m'avaient parlé de lui, etc. Même s'il était un peu moins connu que ça à l'époque. Du coup, j'avais envoyé un message sur Messenger et je lui avais dit, ouais, est-ce que tu peux me prendre en préparation physique, s'il te plaît, dis-moi combien ça coûte et si je peux le faire, tu vois, je te paye et on le fait, tu vois. Je voulais rien de gratuit, je veux vraiment payer mon truc comme ça, tu vois. En plus, si tu payes, t'as pas le choix. Souvent, les gens aiment bien avoir des trucs gratuits. Et après, ils skip parce que du coup, ils se sentent pas obligés parce qu'ils ont pas payé. Du coup, je lui ai dit, ouais, tu me dis le tarif et si je peux le payer, on le fait, etc. Il m'a dit, ouais, bah bien sûr, pas de soucis, viens demain et t'inquiète pas pour l'argent, on verra, etc. Tu vois, à cette époque, j'étais étudiant en vrai, j'avais pas de bif, je livrais des plats, c'était chaud, mais bon, tu vois, je voulais investir sur moi-même. Et au final, donc Rémi, il m'a pris, donc on a commencé à travailler ensemble. Et après, au mois de septembre à peu près, donc ça faisait 2-3 mois on travaillait ensemble, on m'a contacté pour un combat, donc à l'OFC. C'était pour la ceinture de l'OFC à 66 kg. Donc c'était, je crois que c'était David Ducas qui m'avait contacté à l'époque. Donc je lui avais dit, j'étais blessé, j'avais pas beaucoup tourné, etc. Mais voilà, moi j'étais toujours tête brûlée, tu vois. Donc on me propose un combat direct, moi je dis oui, en plus c'était une ceinture et tout. Et j'étais pas encore avec Guillaume, mais je commençais à réfléchir un peu. Et du coup je contacte Guillaume, je crois juste avant que Ducas me propose la ceinture. J'envoie à Guillaume mon palmarès, ma fiche, nanani. Je lui dis ouais voilà. Est-ce que tu veux bien me prendre en management? Voilà, même Guillaume à cette époque il n'était pas encore super connu. Je dis ouais, est-ce que tu voudrais bien me prendre pour me manager? Au début Guillaume il me dit non. C'est pas qu'il me dit non, mais il me dit ouais, pour l'instant je prends personne, etc. Non, c'est bon, au pire je t'enverrai des combats si j'ai personne à placer dessus, etc. Je lui dis oh, ok, tranquille, Nani. Donc Ducas il me propose la ceinture à 66 kg, donc je dis ok, Nani. Donc je fais mon combat et je gagne par KO au 3e round. C'était un combat qui était compliqué contre un mec qui était très fort en kickboxing. Donc je le mets KO au 3e round. Et derrière, je pense que le combat il a convaincu Guillaume. Et derrière Guillaume il me dit ouais, on va faire un truc ensemble, vas-y, je veux bien te prendre et te manager. Donc derrière ça, Guillaume m'a managé. Et, donc là ça fait 2 ans à peu près, 2 ans et demi que je travaille avec Guillaume. Et ensemble on a dû prendre une ou deux défaites, je crois. Ouais, deux défaites. Et on a peut-être pris 8 ou 9 victoires, tu vois. Ouais, 8 ou 9 victoires facile. Parce qu'en arrivant avec Guillaume, je crois que j'étais à 6-4 ou 7-4, quelque chose comme ça. Maintenant je suis à 15-7. Donc voilà, on a pris pas mal de victoires. On est monté au niveau mondial. C'est un des trucs qui est le plus important. Donc en classement Fight Matrix, classement mondial, je crois que je suis 160, quelque chose comme ça. Donc je suis dans le top 200. Donc dès que tu arrives dans les 100, ça commence à être pas mal. Ça commence à veut dire que tu es bien classé. Donc tu peux viser des grosses organisations, etc. Et on a réussi à se placer au Cage Warrior. On est arrivé au Cage Warrior, on a pris les bons combats. J'ai pris que des tops au Cage Warrior. Donc j'ai commencé direct avec le champion à 70 qui voulait faire la ceinture à 66, donc Soren Bach. Après j'ai combattu un challenger à la ceinture, Lewis Monarch. Et j'ai combattu l'ancien champion du monde, Dean Truman. Donc je les ai battus. Et maintenant je suis en place pour le titre. Et on attend juste d'être libéré du Covid et de pouvoir voler et combattre, du coup que je puisse combattre pour la ceinture, vu que mon prochain combat, peu importe la date, le temps, c'est que pour la ceinture du Cage Warrior à 66 kg. Derrière, on espère qu'on arrivera à aller à l'UFC. Hein. En gros, Dean, comment dire, c'était un peu tumultueux avec lui.
il a un peu joué le méchant entre guillemets de son côté, et moi j'ai joué le méchant de mon côté, on va dire. Moi de base je suis pas un mec qui est dans le trash talk etc sur les réseaux sociaux, ça m'intéresse pas trop. Je préfère qu'on soit plus ou moins fair play. Il est pas obligé de m'aimer, tu vois, je suis pas obligé de l'aimer, mais tu vois, t'as pas besoin de t'insulter etc, d'envoyer des pics sur les réseaux sociaux etc pour faire un bon combat derrière. Mais Jin lui il est plus dans cet aspect là, ou peut-être qu'il faut qu'il fasse ça pour se mettre dans le combat, et il avait déjà battu un Français à l'époque. Du coup, il faisait un peu trop le rapprochement trop facilement, tu vois, parce que les étrangers ils aiment bien tirer sur les Français etc. Donc quand il a su qu'il allait m'affronter pour la ceinture, il tweetait beaucoup sur moi, il disait qu'il allait me fumer, qu'il allait envoyer ma tête je sais pas où, que le dernier Français qu'il avait combattu il l'avait fumé en 10 secondes, que j'étais même pas un combattant décent etc, que j'étais médiocre, nanani, nanana, nanani, que les Français on était des lâches, blablabla, et il parlait sur les réseaux sociaux. Donc moi je suis pas mal suivi sur les réseaux sociaux, on a monté une armée, et donc derrière du coup je suis parti l'affronter en étant représentant de la France plutôt qu'en étant juste Morgan qui affronte Jim Truman, tu vois, c'était un peu Angleterre contre France du coup. Donc tout le monde attendait ce combat au tournant entre guillemets. Malheureusement Jin il a pris son TKO au 3e round aussi, et le TKO était plutôt impressionnant, était plutôt beau, tu vois. Donc un beau TKO plus toute l'histoire derrière, plus les gens qui me suivent, ça a fait un petit buzz, et on s'est amusé après sur les réseaux sociaux, on a tweeté, on a retweeté, on a fait des montages, des vidéos. Du coup le KO il est parti un peu partout. Derrière le Cage Warrior c'était le TKO de l'année 2019. Donc voilà, l'UFC Fight Pass ils l'ont tweeté aussi ce soir là, ils ont dit ouh le KO de ouf, tac. Donc j'ai été retweeté tweeté par l'UFC Fight Pass, retweeté par l'UFC. Et puis voilà, hein, derrière, le KO il a fait le tour du monde. Je pense qu'il y a au moins 500 000 vues dessus, 1 million peut-être, si on cumule toutes les vidéos qui sont sorties de tous les côtés. En tout cas, j'ai jamais été aussi bon que je le suis actuellement. L'ancien Morgan, je pense que je le bats en 1 round, tu vois. Si je m'affrontais, je pense que je me fume totalement. Et je pense que j'ai vraiment rien à voir avec ce que j'étais il y a genre 2-3 ans, tu vois. Genre si j'ai des adversaires à moi qui regardent des combats de moi il y a 2-3 ans, qui malheureusement peut-être ils ont pas l'UFC Fight Pass, ils regardent pas les combats au Cage Warrior, ils vont tomber des nues. J'ai presque limite rien à voir avec ce que j'étais avant. Et du coup ça c'est un peu une force que j'ai maintenant, parce que du coup un mec que je vais affronter à l'étranger entre guillemets va regarder mon palmarès, va dire ouais bon certes il gagne mais bon il perd, donc il va se voir gagnant vraiment facilement, tu vois. Et quand il va arriver le jour du combat il va se rendre compte que c'est pas la même salade, donc ça me sert beaucoup, un peu l'effet de surprise entre guillemets. Et derrière, ouais, je suis monté au top de ma forme actuellement. J'ai réuni tout ce qu'il fallait autour de moi pour être dans une atmosphère positive, dans une atmosphère de performance en fait. J'ai fait en sorte de monter mon business pour pouvoir travailler quand j'en ai besoin. Donc je travaille le soir, je travaille dans la journée, après mes entraînements, etc. Plutôt que de devoir être bloqué sur un 35 heures ou un temps partiel comme je l'étais avant, ou d'être à la fac. Donc maintenant j'ai la chance d'avoir fait ce qu'il fallait pour pouvoir vivre autour du sport. Je vis pas du MMA en soi-même, mais je vis du sport par contre. Donc c'est vraiment cool de me dire que genre le matin, tu vois, je me lève à 8h, 9h, je m'entraîne, je travaille, je vais me rentraîner à 18h. Et voilà, tu vois, j'ai pas besoin d'aller faire un 35 heures ou comme j'ai dit un 25 heures qui est vraiment très dur pour réussir à faire de la perte derrière. Si t'arrives pas, tu vois, à faire tes siestes, à manger quand il faut, à t'entraîner et être en forme, parce que c'est bien de t'entraîner, mais si t'arrives pas à être en forme à l'entraînement, c'est compliqué. Donc voilà, j'ai tout monté de façon à ce que ma vie tourne autour de la performance maintenant. Donc je mange bien, je dors tôt, je m'entraîne bien. Même mon travail il me permet de m'entraîner comme il faut, de faire ce qu'il faut autour, et c'est vraiment cool parce que du coup moi je peux partager avec les gens, je peux filmer, je peux montrer comment arriver entre guillemets à l'UFC, même si j'y suis pas encore, et ça se trouve j'y serai jamais, mais au moins les gens qui vont suivre ce que je leur explique, je mets ma main coupée qui peuvent y arriver. Je dis pas facilement parce que c'est dur, faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux, ou même comme moi je fais des posts où ça peut avoir l'air facile, c'est pas facile du tout, on en chie de ouf. Mais voilà, la méthode Morgan entre guillemets, c'est que j'ai fait tourner toute ma vie autour du sport.
Et le plus dur en vrai, c'est de trouver un travail qui te permet d'allier sport et entraînement quand tu veux vraiment monter à la performance. Parce que si tu regardes les tops, vraiment les tops mondiaux, etc., soit ils ont fait le sacrifice de ne pas travailler et de vivre avec très peu d'argent et de s'entraîner beaucoup, et soit ils travaillent, mais du coup ils ont un travail qui leur permet de s'entraîner beaucoup, etc. Mais c'est très rare qu'un mec qui ait un gros taf, tu vois, un taf normal entre guillemets, qu'il arrive à performer à des niveaux incroyables, tu vois. Il atteint une limite à un moment où du coup il a une bonne carrière, mais il ne devient pas tu vois, une superstar entre guillemets, où il n'arrive pas dans les top 15 de l'UFC. Il reste un combattant à l'UFC que tu vois souvent, tu dis mais lui je l'ai déjà vu, mais il est tout le temps en undercard, etc. Bah, ça c'est des mecs souvent qui ont un taf à côté, et du coup le MMA il est un peu en second plan, tu vois. Moi j'ai essayé de le mettre le MMA en premier plan dans ma vie et de faire tout en sorte que j'y arrive. Les réseaux sociaux, ouais, je le dis assez souvent, c'est important. Il y a beaucoup de mecs qui sont encore à l'ancienne, qui disent non, parle pas sur les réseaux sociaux, on verra quand tu seras à top, tu vois, parle dans la cage, etc. Malheureusement, ça marchait à l'époque quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, quand il n'y avait pas internet, quand il n'y avait que la télé, où là, tu tombais sur la télé, tu disais oh il est trop fort lui, et voilà. Et derrière le mec, tu cherchais pas à le suivre personnellement, entre guillemets. Et maintenant c'est différent, le monde il a avancé, il y a les réseaux sociaux et on est obligé presque de, sauf si t'es t'es vraiment incroyable et t'as un charisme de malade dès qu'on te passe le micro et tout, les gens ils te kiffent, là tu peux peut-être te passer des réseaux sociaux et encore tu perds beaucoup d'opportunités en vrai. En vrai les réseaux sociaux c'est une plateforme d'opportunités. C'est un peu comme si tu étais en plein Paris tout le temps et avec une pancarte sur toi et tu disais ce que tu faisais et tout, tu vois. Genre n'importe qui peut tomber sur tes réseaux sociaux. Et derrière ça, ça se trouve, tu n'auras plus besoin de travailler, comme je disais, 35 heures toute ta vie pour essayer de t'entraîner comme il faut. Peut-être qu'il y a un mec qui va tomber sur toi et qui va dire ouais moi je veux t'aider. Ou peut-être que tu vas tomber sur un mec qui va te dire ouais je vais t'apprendre comment faire ci, ça, enfin. Tu peux trouver tellement de choses sur les réseaux sociaux, même vis-à-vis de l'entraînement, vis-à-vis de tout, tu vois. Et les sportifs, ils peuvent s'en servir des réseaux sociaux comme d'une vitrine, comme d'un truc où ils montrent vraiment qui ils sont, ce qu'ils font. Et là, ils peuvent derrière intéresser des sponsors ou des mécénats, tu vois, des gens qui veulent juste t'aider. Ils peuvent intéresser d'avoir une communauté. Derrière les organisations, elles, ce qu'elles cherchent maintenant, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas seulement des mecs super forts qui vont écraser tout le monde. Elles cherchent des mecs qui savent communiquer, des mecs qui sont entre guillemets beaux gosses, qui sont bankable. Tu vois, des mecs quand tu les mets dans la cage, ils savent que les gens ils vont vouloir le regarder combattre. Et ça passe forcément par les réseaux sociaux, par monter une petite communauté, qui est des gens qui te soutiennent, qui t'aiment bien, ou des gens qui t'aiment pas. Après tu vois, justement sur les réseaux sociaux tu peux choisir soit d'être le gentil entre guillemets ou d'être le méchant, d'être un mec qu'on n'aime pas. Et même si on t'aime pas, du coup on va te regarder combattre, tu vois, parce qu'on veut que tu perdes. Donc après c'est à toi de choisir entre guillemets ce que tu veux faire par rapport à ta personnalité. Après si j'ai un conseil, c'est de pas se faire un rôle, tu vois, sur les réseaux sociaux, d'être vraiment soi-même. Ou alors si tu prends un rôle, tu décides de prendre un rôle, t'as pas le droit d'en sortir, tu vois. T'as pas le droit de dire ouais mais non je m'excuse et tout, genre si tu veux être le méchant, faut que tu sois vraiment le méchant tout le temps avec tout le monde, sauf bien sûr à l'entraînement quand t'es avec tes partenaires etc qui savent commenter. Mais voilà, les réseaux, moi je trouve c'est important, c'est une vitrine qui te permet de montrer ce que tu fais et même aux organisations de montrer qui tu es etc. Il y a des organisations, elles vont prendre des mecs mais genre c'est pas forcément un manager qui leur a présenté, tu vois. Ça se trouve le matchmaker il va voir le mec sur les réseaux sociaux, il va dire oh lui il est pas mal, tu vois, il y a beaucoup de gens qui le suivent, il regarde ton palmarès, il voit que tu as des victoires, que tu vois que t'es pas nul entre guillemets, il va prendre le mec qui est bankable et pas nul, qui a des victoires, qui fait le show etc. plutôt que le Stromon qui parle pas, qui fait rien. Et malheureusement tu vois le Stromon il va le ramener dans la cage, il va battre tout le monde, mais derrière l'organisation elle va rien gagner au fait que cette personne batte tout le monde. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais en gros par exemple tu sais ils ont des petites stars locales. Face à lui, ils prennent le mec, le Stromon là qui parle pas, ils le mettent et il bat la star locale. Les gens ils vont pas être spécialement, tu vois, super contents qu'il ait gagné. Et derrière lui, vu qu'il fait pas de com, il fait pas de trucs sur les réseaux sociaux, les gens vont pas être enclins à le suivre. Après par exemple, imagine il devient champion, la catégorie elle va être un peu éteinte, tu vois, les gens ils vont moins suivre ou ils vont attendre qu'il perde et que ce soit un mec entre guillemets bankable qui gagne la ceinture. Donc je trouve que c'est mieux de communiquer sur les réseaux etc. Mais après ça dépend de la personnalité, tu vois. T'as des gens c'est vraiment pas leur truc de faire des stories, de faire des photos etc. Et ça je peux comprendre, genre même moi d'un point de vue de fan, tu vois, j'aime bien voir ce que John Jones y fait, tu vois, Wanderlei Silva, les mecs d'ici, voir comment il est à l'entraînement, s'il est drôle, s'il est méchant.
La rivalité c'est vraiment cool. Après moi je me sens pas spécialement rival avec les Français, tu vois. Moi, je pense plus qu'entre Français on doit céder entre guillemets, sauf si tu es sur le circuit français encore, que tu combats au contender 100% fight. Là tu peux rencontrer des Français de ta caté, donc forcément tu vas pas aller tourner avec tout le monde, échanger avec eux, vu que potentiellement ça peut être tes adversaires. Mais quand on est entre guillemets dans les orgas comme moi, un peu plus haut, qu'on combat à l'étranger que contre des étrangers, on a tout à gagner à s'entraîner ensemble, à discuter ensemble, à se tirer vers le haut, tu vois. Justement tout à l'heure tu m'as parlé de la vidéo YouTube que j'avais fait là sur le MMA français. C'était en partie aussi pour mettre la lumière sur les autres, tu vois, parce que moi voilà, je communique bien, j'ai fait les trucs qui ont fait que j'arrive à être où j'en suis actuellement. Mais eux malheureusement t'en as peut-être qui savent pas trop comment s'y prendre sur les réseaux, etc. T'en as des mecs qui sont super forts, peut-être qui sont en foot, etc. Et du coup on les connaît pas. Et donc voilà, je trouvais ça important de faire une vidéo sur le MMA français, de parler un peu tout le monde, même des filles. Par exemple Zara Fern qui est à l'UFC, où t'as très peu de gens qui parlent d'elle. Voilà, du coup je me suis dit je vais utiliser un peu le fait que les gens me suivent et qu'ils regardent ce que je fais pour mettre de la lumière un peu sur les autres, montrer que le MMA français, bah en vrai il y a un MMA français qui a des athlètes et qu'on n'est pas genre une petite genre 5, tu vois. La rivalité que j'ai moi sera plus avec les étrangers, tu vois. Je vais regarder vraiment tous les 66 étrangers limite, tu vois. Je vais me dire ouais lui où il en est, qu'est-ce qu'il fait, ou même les autres KT, tu vois. 70 kg, 61 kg, des KT qui sont assez proches de moi, tu vois, je suis entre les deux. Je regarde un peu, je me dis ouais lui il fait ça, lui il fait ci, lui il fait comme ça. Je me dis ouais lui il a tant de victoires, il a pris telle ceinture, tu vois, ça je regarde beaucoup. Bah du coup je travaille avec j'ai travaillé avec Decathlon pendant tout le confinement. Donc vu qu'à côté je suis coach sportif, préparateur physique, etc. Donc vu que je suis présent sur les réseaux, etc. Decathlon ils voulaient mettre en place des lives pour que les gens puissent s'entraîner pendant le confinement, etc. D'ailleurs Decathlon sont vraiment super pour le coup, tu vois. Genre je dis pas ça parce que je travaille avec eux, mais ils ont vraiment une approche avec leur communauté, entre guillemets, leur public, leurs clients, qui est vraiment cool. Et ils voulaient vraiment leur proposer un truc, tu vois, les gens ils ont pas eu à payer. Et tous les soirs ils pouvaient s'entraîner bah, du coup avec moi à 18 h pendant le confinement. Donc tous les soirs, et après ils ont même rajouté tous les midis un autre cours avec une autre coach. Donc il y avait des cours le midi et le soir, et là ça continue encore jusqu'à fin juin. Et voilà, donc j'ai travaillé avec Decathlon juste après quand on a été déconfiné. Donc j'ai signé un petit partenariat avec Monster. Donc Monster c'est cool vu que c'est un sponsor de l'UFC. J'ai vu le directeur marketing de Monster quand j'étais à un podcast sur le MMA. Donc il faisait partie de l'équipe qui faisait le podcast. Et bah du coup on s'est parlé après, il m'a dit ouais qu'il aimait beaucoup ce que je faisais sur les réseaux sociaux, etc. J'ai dit moi si Monster ils veulent travailler avec moi, je serais heureux, tu vois, ça me ferait plaisir. Il m'a dit bah qu'il était carrément chaud, et voilà, ça s'est fait comme ça. Alors la BTT, donc mon équipe de management qui est gérée par Guillaume Pelletier, en ce moment ça se passe plutôt bien pour toute l'équipe. Donc on va dire de mes pairs, donc de ma génération, il y a Amin Ayoub et Fares. Donc Amin lui je le connais depuis très longtemps, on s'est affrontés en amateur tous les deux quand il habitait encore dans la région parisienne, etc. avant qu'il parte à Nantes. Donc Amin je le connais depuis très longtemps, on a eu un parcours à peu près similaire, tu vois. Il a débuté, c'était un peu chaud quand il a débuté en pro, etc. Maintenant tu regardes, il est au Brave, il est sur je sais pas combien de victoires d'affilée, pas loin de la ceinture du Brave, il finit souvent ses combats, etc. Très très fort. Et Fares c'est une génération un petit peu après moi, mais il reste quand même dans ma génération. Et Fares lui c'est super, tu vois où il en est là, il est à l'UFC. Prochain combat, j'espère qu'il va combattre à Abu Dhabi sur l'île, j'espère pour lui, ça serait vraiment cool. Et ouais la BTT c'est en train de monter, ça signe dans des grosses organisations. Guillaume il envoie tous les il nous signe un peu partout dans les gros orgas du monde. Donc on est sur le Brave, on est sur le Cage Warrior, on est sur l'UFC, on est sur les orgas russes, donc les Fight Night Global, etc. Même la CA. Là maintenant il a mis des gars au Ares. Enfin voilà, il a un pied un peu dans toutes les organisations. Même au One, il a mis un Brésilien. Donc la BTT elle monte, la BTT il y a un gros niveau. Et ce qui est bien c'est qu'on fait des rassemblements ensemble.
Donc Guillaume il fait en sorte qu'on puisse tous s'entraîner ensemble pour se donner des tips, se mettre un peu dans le rouge entre guillemets, parce que vu qu'on est tous un peu dans les tops des KT, bah ça te fait des rassemblements où il y a du niveau de malade, que ce soit en 66, 70, t'as Ilyes Giroud, t'as moi, t'as Amin Ayoub, t'as Fares, etc. Enfin voilà, ça fait des petites KT, tu vois, elles sont énervées. Et après du côté des gros, il y a aussi du lourd, tu vois. Donc c'est vraiment cool ce qu'il fait. Et il nous fait chaque année des petits camps. Donc là cette année on va aller au mois de septembre en Bulgarie, on va y retourner. Et on va aller s'entraîner pendant 10 jours, tous ensemble, on va vivre ensemble, ça fait une petite cohésion. Et en plus on n'est pas des mêmes équipes, du coup bah, c'est cool de faire une petite cohésion comme ça dans le MMA français un peu. Parce qu'on n'est pas des mêmes équipes, mais du coup on se voit régulièrement, on parle ensemble, tu vois, on a les groupes, les machins, on dort ensemble pendant 10 jours. C'est pour ça un peu aussi que du coup moi je vois plus le MMA français comme des rivales, tu vois. Il y en a beaucoup, ils essaient de genre créer des rivalités, que ce soit entre moi et Salah ou entre d'autres gens dans des KT françaises. C'est inutile, tu vois, genre de devenir, là je parle surtout, tu vois, des gens qui commentent les vidéos où je passe ou que Salah il passe, genre dans mes vidéos de mettre Salah c'est le meilleur, ou genre sous les vidéos de Salah dire Morgan c'est le meilleur, etc. Genre ça sert à rien, genre on s'en fout un peu. Après voilà, sur les réseaux on fait nos trucs de fighter, tu vois, on met des vidéos où on combat, sur YouTube je montre ce que je fais, etc. Pareil pour Salah, il fait ses vidéos sur Insta, Mansour un peu moins maintenant, mais c'est cool, tu vois, et ça fait plaisir de voir que bah, du coup dans le MMA français ça monte et petit à petit le niveau il monte, et j'espère que ceux qui arrivent derrière, pareil, ils vont avoir un niveau énervé, et que petit à petit bah, à l'étranger, les mecs ils se disent ah ouais, il y a du niveau en France quand même, tu vois, qui se disent pas genre ouais je prends en français tranquille, tu vois, c'est bon, genre qui commencent à se dire ouais c'est chaud quand même, il y a le champion du KSW c'est un français, le champion du Cage Warrior c'est un français, le champion du Road FC c'est un français, le champion du M1 c'est un français, tu vois, et ils commencent à réfléchir un peu, qui se disent ouais quand même ils sont plutôt chauds, là il faut qu'on arrive à prendre l'UFC, mais par exemple t'as Cyril Gane qui est en train de faire des bons trucs, Fares qui j'espère va faire des bons trucs, Zara qui va revenir aussi j'espère, les Thibaut Gouti, etc. Tu vois, faut... Si j'ai la ceinture, j'espère la défendre 2-3 fois, tu vois. Genre ça montre vraiment que j'étais le champion, tu vois. Parce que si je la défends pas et je pars direct entre guillemets, c'est pas super cool, tu vois. Moi ce que j'ai envie de faire vraiment, si on l'écrivait sur papier là, ce serait de gagner la ceinture, la défendre contre un des top contenders qui va émerger au Cage Warrior, ensuite la défendre contre un vétéran UFC, et si possible la défendre encore contre un autre vétéran UFC. Derrière je sais que tu vois je serai prêt vraiment pour aller faire mes armes à l'UFC, et de pas arriver pour faire figuration, tu vois. Si je sors du Cage Warrior avec la ceinture, je l'ai défendu 3 fois, dont 2 défenses contre des anciens de l'UFC, je sais que j'ai le niveau, que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour perdurer là-bas, tu vois. Avant je savais pas, maintenant je commence à regarder. Il y a un mec qui s'appelle Nate The Train. C'était l'ancien champion du M1 à 66 kg. Donc lui. Bah du coup j'en ai pas fait tant que ça, tu vois. J'ai été que au SBG en Bulgarie avec Guillaume en tant que camp d'entraînement, tu vois. Donc j'ai pas de comparaison vraiment, mais voilà. Je me sens pas obligé d'aller faire tous les camps du monde, donc j'ai trouvé ce qu'il me fallait au SBG. Donc je pense si je dois faire des gros camps, etc., c'est plus là-bas que j'irai faire mes camps, vu que j'ai déjà une relation là-bas entre guillemets avec les gens. Je connais les combattants, je connais le coach. C'est toujours plus facile, tu vois, d'avoir déjà des liens avec une équipe que d'aller dans une nouvelle équipe qui te fasse à nouveau confiance, que tu vois, que tu montres que tu sais tourner, que tu es pas un connard, etc., tu vois. Donc je pense faire des gros camps, ce sera au SBG, mais sinon je suis très bien là, à la Team Chapakech et au NR Fight. Alors, big up aux gens avec qui je m'entraîne, donc la Team Chapakech, avec mon head coach Eduardo Rodriguez, mon coach de pied-point Karim Ouladjela, mon coach de sol Hamid, et mon équipe, donc Damien, Mossab, Léo, Mounir, voilà,
Mohamed Ali, tous les gars qui tournent avec moi. Et puis au NR Fight, donc, Nicolas Régnier, Rémi Physio, mon préparateur physique. L'équipe qui tourne avec moi au NR Fight, John Doy qui donne des super cours de MMA. Et voilà, j'espère que vous n'oubliez personne. C'est dédicace à Guillaume Pelletier, mon manager. Et voilà. Merci à vous de me suivre, de suivre MMA Fightness et de suivre le MMA français. Donc c'est grâce à vous si on peut arriver dans des grosses orgas, etc. Donc n'hésitez pas à nous donner la force, pas spécialement moi, genre si vous ne m'aimez pas c'est pas grave, mais donnez la force aux autres. Et voilà, comme ça on espère on arrive au top. Et la France, les drapeaux partout. Et voilà, c'est cool. Perfect.